Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le webcast de l'IMO, le rendez-vous des professionnels de l'immobilier qui veulent prendre une longueur d'avance. À chaque épisode, j'invite un expert de l'immobilier, agent, coach, innovateur ou dirigeant, pour vous partager leur expertise, leur vision de l'immobilier et ce qui fait vraiment la différence sur le terrain. À la fin du webcast, vous recevrez un document que j'ai co-construit avec notre invité pour vous aider à appliquer tous ces conseils dès aujourd'hui. Aujourd'hui, on accueille une femme qui a profondément transformé la manière de faire rayonner l'immobilier en France. Elle est la première influenceuse francophone avec près d'1 million de followers sur Instagram, mentor et CEO de Realtech. Si elle inspire autant, c'est parce qu'elle a réussi à créer des ponts entre storytelling, expertise terrain et stratégie digitale. Et c'est justement le thème aujourd'hui, comment incarner son contenu sans avoir l'impression de se mettre en scène. Et du coup, c'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui, Julie. Mais quel plaisir d'être avec toi aujourd'hui, Julien. Bienvenue dans le webcast de l'IMO. On commence. Alors, pour te donner un peu de contexte, comment est-ce que j'ai construit mes questions? C'est en se basant sur une étude qu'on a fait auprès de nos utilisateurs et des professionnels de l'immobilier. Donc, quelle est leur perception, l'usage des réseaux sociaux pour rechercher un appartement? Et dans cette étude, on voit que le contenu humain et authentique sont ceux qui créent le plus de confiance. Et du coup, d'où ma première question, quel serait ton conseil simple pour oser incarner son contenu sans avoir l'impression de se mettre en scène? Très très simple. Le digital, c'est juste le prolongement de la vie de tous les jours. Communiquez sur le digital comme vous communiquez avec vos amis, avec votre famille, avec vos partenaires, quand vous allez prendre un café, quand vous allez au restaurant. Ok, donc le format, vraiment, on est sur de l'authenticité et rester naturel finalement. Pas besoin de posture. L'authenticité, c'est ce qui va faire finalement qu'on va avoir envie d'aller plus loin. Pour information, quand on va sur le digital, que ce soit les médias sociaux, que ce soit sur un site d'annonce, on y passe 8 secondes. Qu'est-ce qui fait qu'on va dépasser les 8 secondes? Eh bien, c'est vous. C'est la façon dont vous vous exprimez, c'est qui vous êtes, c'est l'engagement que vous allez générer. Ok, il faut être impactant assez rapidement. Et d'ailleurs, dans cette étude, on voit que la vidéo est le format préféré des utilisateurs. Et donc, quel conseil aurais-tu pour les agents immobiliers qui nous regardent? Quelle serait la première vidéo qu'un agent pourrait produire dès demain avec son smartphone de façon assez rapide? Très simple, il faut se présenter, c'est comme dans la vie, on ne vous connaît pas. Si vous ne dites pas qui vous êtes, d'où vous venez, le métier que vous faites, pourquoi vous le faites, quelles sont vos convictions, comment voulez-vous qu'on vous suive et comment voulez-vous qu'on adhère à vos propos? Ok, parce que c'est vrai que de se mettre en scène, ça peut un peu faire peur. Et on voit de plus en plus de personnalités incarner leur contenu, comme la famille Kretz, comme beaucoup de personnes dans l'immobilier. Mais peut-être qu'en prenant une vidéo juste avec des sous-titres ou avec une voix, ça peut déjà être un premier début de contenu. Vous avez différentes possibilités parce qu'il y a différentes typologies d'intelligence et différentes façons d'aborder les médias sociaux. Si vous êtes à l'aise avec les mots, avec la face cam, bien évidemment, allez-y. Si vous êtes un peu plus timide, le temps de vous lancer, vous pouvez très bien parler de votre environnement et mettre une voix off, donc pas besoin de mettre votre visage. Ou si vous avez envie de mettre des sous-titres, allez-y. Et si vous êtes vraiment mal à l'aise avec l'orthographe, pas la peine d'écrire un script énorme, une bonne punchline ou un bon hashtag, ça irait très bien. Ouais, donc on évite de générer de la voix avec l'IA, on a besoin d'authenticité, donc on essaye au maximum en tout cas d'incarner son contenu. L'IA, en fait, la difficulté qui est aujourd'hui rencontrée quand on l'utilise au niveau de la voix, c'est que quand les gens vous voient sur les médias sociaux et qu'ils vous rencontrent, il ne faut absolument pas générer un effet déceptif. Ils vous voient, ils vous suivent, ils vous imaginent d'une certaine manière. Si jamais c'est généré par l'IA, il y a un moment de déception qui est important. Ok. Ouais, ce qui est logique, c'est vrai que c'est une relation de confiance, on n'a pas envie d'avoir quelque chose de généré automatiquement finalement. Notre étude a révélé quelque chose d'assez frappant, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de likes, beaucoup de partages, etc. Mais finalement, peu de conversions. C'est vrai qu'on est dans une phase de la découverte immobilière assez précoce, généralement. C'est parce que le contenu est beau, donc on regarde, on partage, etc. Mais du coup, quels conseils, on va dire, quels petits ajustements un agent immo peut-il mettre en place pour commencer à aller vers la conversion ou à aller vers plus d'engagement de sa communauté et vers l'acte, pas non plus l'acte d'achat, mais commencer vraiment à avancer vers la découverte client?
Moi, je voudrais qu'on revienne sur l'histoire de l'influence et notamment des médias sociaux. On est à la 4e génération de l'influence sur les médias sociaux. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus et qu'on a tous utilisé, c'est ce qu'on appelle les comptes catalogues. Si vous voulez générer de l'engagement, il faut diversifier finalement les formats et puis poser des questions. Donner la possibilité à l'autre de vous interroger. Si on termine de manière très froide, ça n'engage pas à envoyer un MP, ça n'engage pas à liker, ça n'engage pas à commenter. C'est important aussi de valoriser les autres. Ne parlez pas que de vous. Ça, c'est une véritable erreur. Et puis, dernier gros conseil, par pitié, arrêtez d'attaquer les vendeurs ou les marques que vous citez. Il y a toute une mode de communication qui est extrêmement violente depuis, je dirais, 5 ans, où en fait, le concept, c'est toi propriétaire ou toi marque, tu fais une erreur. Repositionnez-vous en tant que client. Est-ce que ça vous fait plaisir qu'on vous dise que vous êtes des abrutis ? Il y aura zéro engagement. Donc attention, on se comporte comme dans la vie de tous les jours. Ok, très clair. Les utilisateurs ont peur des arnaques et recherchent des signaux de fiabilité. Donc à travers justement ce contenu, ces vidéos, tout ce qu'on peut proposer sur les réseaux sociaux, quels seraient d'après toi les signaux à mettre en avant pour faire tomber un peu ce problème de la défiance envers les plateformes ? Encore une fois, c'est du bon sens. Il y a un code de déontologie dans l'immobilier. Appliquez-le. Ce qu'on applique sur les plateformes de diffusion d'annonces, on doit l'appliquer également sur les médias sociaux. Vous parlez d'un bien, vous mettez les mandats exclusifs, certainement pas les mandats non exclusifs. Vous mettez le numéro de mandat, vous expliquez où est-ce que c'est référencé. Le lien, par exemple, avec le Bon Coin Immo, si l'annonce est uniquement diffusée sur le Bon Coin Immo et qu'on a un reel sur Instagram, sur TikTok ou autre, c'est de dire la suite de l'annonce se trouve sous telle référence sur le Bon Coin Immo. Quelque chose d'un peu cacheté qui va aller... Labelliser. C'est important de garder les bons gestes. Okay. Ça n'est pas parce que vous êtes sur les médias sociaux que c'est la foire. Il y a une réglementation dans ce pays et une réglementation sur la communication dans notre code de déontologie, donc on l'applique également sur les médias sociaux. Et puis, c'est pareil, quand vous allez notamment sur les comptes d'acteurs, actrices de l'IMO qui commercialisent, il faut qu'on puisse retrouver également sur leur site ou mini-site leurs références juridiques, numéro RSAC, où est-ce qu'ils sont inscrits, pour l'authenticité de leurs actions et surtout la crédibilité de leur métier. Oui, parce que c'est vrai que les réseaux sociaux sont un peu là pour prendre l'attention, pour faire venir, mais finalement, en tout cas ce qu'on voit, les conversions sont à 98% sur les portails. Donc il faut donner cette place justement aux réseaux sociaux de j'ai pas la fin de ma question. Voilà. Donc, je te l'ai dit. Pas la fin de ta question. C'est très simple. Les médias sociaux, comment ça se passe ? Repositionnez-vous en tant que client, en tant que consommateur d'Internet. Première action, vous allez sur un portail type Google ou autre. Vous arrivez sur une annonce et souvent ce qui se passe, c'est qu'un client sur 2 bascule sur un média social ou, l'inverse, on commence par un reel, on voit un bien, parce qu'il y a des ventes et des locations qui sont grâce au reel, sachez-le quand même, ça va très très vite. Et le fait de dire l'annonce se trouve à tel endroit, ça bascule sur le Bon Coin Immo ou autre. Donc il y a toute une stratégie en tant que client pour vérifier que le bien existe, où se trouve l'annonce et comment finalement des images rencontrent des données sur un bien qui, elles, sont répertoriées sur les plateformes immobilières. Et du coup, il y a une statistique qu'on a pu faire, c'est que 98% des conversions se passent sur les portails immobiliers et seulement 2 sur les réseaux sociaux. Donc, quelle analyse peux-tu nous donner sur cette statistique justement ? C'est de la publicité. En fait, les médias sociaux, c'est du teasing. Ça donne envie. Ce sont des vidéos beaucoup plus courtes que tu ne vas pas retrouver sur les plateformes. Et les plateformes amènent des données complémentaires que tu ne peux pas insérer sur les médias sociaux. Donc, première action, on va sur un portail type Google, on cherche telle typologie de bien, soit on arrive sur un média social, soit on arrive sur une plateforme, mais pour agréger finalement l'avis qu'on s'en fait, les deux sont extrêmement complémentaires. Ok, très clair. Pour ceux qui arrivent en cours de ce webcast de l'IMO, c'est un moment d'échange où on va croiser l'expertise de notre invité et la donnée Le Bon Coin Immo pour vous donner un maximum d'insights. Donc dans cette deuxième partie, nous allons parler plus précisément du personal branding, qui est finalement ta spécialité, Julie. Ça se voit, je crois, hein. Exactement. Personal branding. Donc comme tu as dit tout à l'heure, finalement les réseaux sociaux, c'est un peu une vitrine.
Et quels seraient les conseils ou quelles seraient les grandes étapes pour qu'on puisse commencer à créer son personal branding? Le personal branding ou l'image que nous dégageons, c'est quelque chose d'assez simple parce que finalement, tous les jours, on utilise son personal branding dans la vie. Là, on va parler de professional branding, qui n'est pas tout à fait la même chose. Moi, mon premier conseil, c'est vraiment soyez ce que vous êtes dans la vie au niveau de votre image sur les médias sociaux. N'allez pas acheter une nouvelle garde-robe, ne faites pas de nouvelle coiffure. Les gens vous croisent dans la rue, ils ont envie de vous reconnaître, ils ont envie de vous parler. Ça ne sert à rien de jouer un personnage fictif. Après, sur le personal branding, il n'y a pas que votre façon de vous habiller, la façon de vous mouvoir, la façon de vous exprimer. On a tous un phrasé particulier, nous avons des tics de langage, et c'est ça qui devient intéressant et qui vous humanise. C'est ça, ça rejoint en fait la première question à laquelle tu as répondu. L'authenticité, c'est vraiment ce qu'on va rechercher. Donc on garde la même voix, même posture, etc. Donc on a vu que le format était la vidéo, le format préféré, les formats un peu immersifs. Mais quelle serait d'après toi la première vidéo à faire dans le sens où est-ce que c'est la personne qui doit se mettre en valeur ou est-ce que c'est les biens qui doivent être mis en valeur par ces vidéos? Attention au format catalogue. Pour que vous ayez une audience, pour que ça prenne, ça commence par vous. En fait, rappelez-vous toujours que l'immobilier, c'est né d'un besoin qui lui-même est né du cerveau de l'humain. Donc tout part de l'humain. Si vous commencez avec une page uniquement avec des biens, et notamment le premier post, ça va être d'une froideur qui finalement ne va faire adhérer personne. Alors que si c'est une voix, ce sont des mots, c'est un visage, l'engagement va être assimilé à quelque chose d'émotionnel. Et là, c'est gagné pour vous. Ok, très clair. Notre étude aussi nous dit, du côté utilisateur, 48% d'entre eux regardent les réseaux sociaux et le contenu immobilier sans avoir de projet finalement. En France, on a un pays qui est assez particulier sur ce sujet. Nous sommes le premier pays au monde à avoir autant d'appétence sur ce domaine. Pourquoi certains Français ou Françaises vont consulter l'immobilier alors qu'ils ne sont pas dans une recherche de vente ou de location? C'est de l'éducation. C'est un sujet qui passionne les foules. Donc oui, c'est nécessaire d'en parler. Il y a énormément de demandes, d'interrogations sur ce sujet. Ne pas être sur les médias sociaux, c'est louper finalement une opportunité qu'on avait assimilée peut-être à quelque chose qui n'était pas important. Et l'erreur, elle se situe à ce niveau. C'est quelque chose de passionnant et qui passionne les foules. Rappelez-vous que sur les meilleures années, l'immobilier, ça représente entre 12 points à 20 points du PIB français. Ok, donc une passion de longue date. Et avec ce qu'on voit en ce moment, beaucoup de contenu, beaucoup de séries aussi sur l'immobilier qui fait un peu rêver. Et c'est peut-être ça qui donne de l'engouement un peu. La télé a eu un enjeu et un impact beaucoup plus important que ce qui était escompté. N'oublions pas que l'immobilier dans le monde a été créé par les Américains en 1906. Donc ça date pas d'hier, alors que les premières agences immobilières datent de bien avant, mais ça n'était pas régulé. Et les premiers à utiliser la télé, comme d'habitude, sont les Américains, mais bien avant, ils avaient utilisé le cinéma. C'est grâce à Hollywood, en fait, qu'on a diffusé les premières annonces immobilières, dans les années 40. Et derrière, on a eu tout un phénomène qui a basculé vers la Mostra de Venise, puis vers le Festival de Cannes. Donc la télé, finalement, était l'organe qui venait tout de suite derrière. Et puis le digital étant également aujourd'hui un média avec une force de frappe beaucoup plus importante que n'importe quel média officiel, donc télé, radio et autres, il est évident qu'en étant sur les médias sociaux, l'impact est là, le public est là et l'appétence est là. Donc la télé, on les remercie parce que ça fait rentrer finalement l'immobilier dans tous les foyers français. Ouais, et c'est vrai qu'il y a eu une inversion des tendances en termes d'audience. Tout à l'heure, on parlait de chiffres sur le nombre de Français qui regardaient en prime time sur TF1, par exemple, et on est à 11 millions quand on est vraiment dans les fourchettes hautes. Or, tu me disais que sur les réseaux sociaux, on était à 50 millions quotidiennement, c'est ça? C'est même plus que ça. Alors, on prend Facebook, on est à 62 millions par semaine d'internautes français. Quand on sait que, si on prend la dernière étude INSEE, on est à un peu plus de 68 millions d'habitants en France. Instagram,
presque 34 millions. TikTok, 23 millions. Pourquoi c'est consommé de cette manière-là? Alors, pour 2 raisons. Petit 1, je pense que pour certaines chaînes de télé, trop d'émissions immobilières ont fini par écœurer un petit peu les téléspectateurs et voilà, je zozote, mais c'est ça aussi l'authenticité. Et les médias sociaux, par leur format beaucoup plus court, finalement, permettent d'avoir une info très précise sur un sujet, ce que la télé ne permettait pas. Ok, et c'est vrai que l'immobilier, on parle de vente, on incarne son contenu en montrant des beaux endroits, mais il y a eu aussi toute cette vague avant, tu sais, de homestaging, de rénovation, etc. sur M6, et ça aussi, ça a contribué, tu penses, à l'amour pour l'immobilier des Français? Pour moi, la première émission immobilière, ça n'est pas celle qu'on pense être, c'est celle dans laquelle on dégageait les angles. Parce que l'immobilier, c'est de l'habitat également, c'est du foyer. Et en rentrant sur cette partie décoration homestaging, je pense qu'on peut la citer, c'est Valérie Damido, qui a commencé à travailler un peu le terrain pour d'autres émissions qui, là, pour la peine, ont parlé de transactions et de location. Elle a marouflé, ça ne mettra pas. Tout le monde mais tout le monde s'est dégagé. On a tous la ref de Valérie Damido, effectivement. Ouais. Et pourtant, ça fait des années qu'elle est plus en prime time. On retourne un peu sur l'étude qu'on a fait chez Le Bon Coin Immo. Et l'étude montre que les agents publient quasi exclusivement leurs annonces, comme tu nous le disais tout à l'heure. Quelle serait, d'après toi, la chose qu'un agent immobilier pourrait dès maintenant faire entre storytelling, parler de l'agence, parler peut-être d'autres choses, ou parler même d'une ville pour être un peu une référence locale? Est-ce que tu as quelques thèmes que tu pourrais donner, activables dès à présent? La diversification, elle est extrêmement importante. C'est-à-dire que remettez-vous encore une fois à la place d'un client, parce qu'on est tous clients dans nos vies de tous les jours. Quelque chose de répétitif, c'est lassant. Donc, oui, des séries, parlez des gens que vous aimez, parlez des endroits que vous appréciez, parlez de vos régions, les coulisses. Ouais. Ma meilleure story, c'est une story sur un petit fromage rouge pelliculé que tout le monde connaît, que je ne vais pas citer, 62 millions de vues, où j'expliquais que j'étais bloquée, que je n'avais que ça pour manger et que c'était pas tous les jours hôtel 3 étoiles dans l'immobilier. Ouais. Les gens veulent voir ça, un talon cassé, vous êtes en panne de voiture en allant rencontrer un client. Ils ne connaissent pas finalement tout ce qu'il y a derrière le côté paillette ou une annonce immobilière, le temps que vous y passez, les trajets que vous faites pour mettre en valeur ce fameux bien, les différents partenaires aussi. Moi, je trouve que l'immobilier, c'est un travail d'équipe. Ouais. On ne voit que le commercialisateur, mais il y a tellement d'autres partenaires et acteurs et actrices avant et après qui méritent qu'on parle d'eux, et puis ça crée du lien et ça mène du business. Ouais, et c'est vrai qu'un agent immobilier passe par beaucoup d'étapes pour aller jusqu'à la transaction. Les visites, ok, donc il y a pas mal de vidéos et de photos de visites, mais c'est vrai qu'il va aussi chez le notaire, il regarde un peu tout ce qui est DPE, etc. Donc peut-être faire un peu de contenu comme ça, montrer lorsqu'il part en signature chez le notaire, je ne sais pas, c'est le type de contenu, tu penses, qui pourrait plaire à l'audience? Bien sûr que ce type de contenu fonctionne. Alors là aussi, n'hésitez pas. Petit cadeau. Moi, j'aime beaucoup faire des séries, notamment sur Instagram, à expliquer ce que c'est qu'un DPE, à amener de l'éducation. Les communautés françaises sur les médias sociaux, et ça, c'est une particularité vraiment franco-française, donc ça nous vient du plus gros syndicat immobilier au monde, qui est le syndicat américain, qui lui référence tout ça. Les Français représentent le seul peuple qui vient sur les médias sociaux. C'est pas l'amusement, en tout cas le divertissement qui est le premier sujet de consultation des médias sociaux, c'est l'éducation. Ok, d'accord. Éduquer. Ouais. Un aspect des actions marketing à ne pas négliger, les KPI, donc les indicateurs de performance. C'est vrai qu'on fait du contenu, en tout cas les agents immobiliers font du contenu sur les réseaux sociaux. Ils ont tendance à vouloir quantifier le nombre de mandats qui sont rentrés grâce à ces vues ou grâce en tout cas à ce contenu. Mais est-ce que tu as d'autres, toi, KPI que tu conseillerais de suivre justement pour pouvoir monitorer un peu sa performance? La question, elle est primordiale. Les médias sociaux fonctionnent exactement comme tous les autres indicateurs que vous utilisez. Sauf que on publie et on n'étudie pas les statistiques. Ce qu'il y a
véritablement important à regarder. Vous êtes à un endroit où vous avez une cible. Regardez comment s'articule votre communauté. Est-ce que les personnes qui consultent vos posts sont de votre région, sont de votre coin? La tranche d'âge, c'est tout l'aspect sociologique et démographique. Parce que vous pouvez publier un contenu en vous disant mais forcément, ça va toucher ma clientèle potentielle ou ma clientèle déjà existante. Et puis en publiant, si vous n'avez pas regardé les stats et que vous n'êtes pas aperçu que vous avez touché finalement plus de Parisiens, plus de Marseillais, plus de jeunes que de personnes de plus de 60 ans, ben, vous n'allez pas pouvoir du coup rectifier le tir. Les KPI, les statistiques sont à regarder une fois par semaine. Okay. Toutes vos stories sont référencées. Ça, c'est super parce qu'au tout début des médias sociaux, on n'avait pas ces indicateurs. Tous les lundis matins, moi, je regarde mes stats. Je veux savoir qui consulte, combien de temps ils consultent, ce qui leur plaît, ce qui leur déplaît, ce qui fait réagir. Et souvent, vous allez être très surprise ou très surpris, c'est que vous pensez publier quelque chose qui va faire un buzz. Ça a l'effet inverse, ça ne marche pas. Il n'y a pas de recette du buzz finalement. Jamais. Et vous vous dites, autrement, je poste quelque chose qui ne marchera pas. Et là, c'est le buzz. C'est inexplicable. Mais c'est aussi cette partie médias sociaux qui touche à l'humanité qui est hyper intéressante. Donc on va co-construire un document ensemble justement qu'on diffusera. Tu me fais travailler, mais t'as pas honte. Exactement. Alors l'IA va nous aider pour qu'on puisse le faire assez vite. Mais le document qu'on va co-construire justement pour donner tous ces conseils, peut-être que tu aurais des outils que tu utilises pour monitorer un peu ces KPI ou pour voir un peu ton audience, ou est-ce que tu utilises directement, on va dire, Instagram ou Facebook? Moi, je vais directement à la source. Okay. C'est pareil quand on est sur le Bon Coin Immo, je suis comme tout le monde. Hein. J'ai eu le fameux meuble d'une marque suédoise, donc j'ai vendu, j'ai acheté, bien évidemment. Pour chaque plateforme, chaque média social, vous avez des outils. Après, on recoupe. Okay. Donc, c'est aussi pour ça qu'il est important de ne pas être sur tous les médias sociaux. Vous avez une stratégie à mettre en place. Il vaut mieux être sur 2 médias qui correspondent à ce que vous attendez plutôt que d'être partout. Et c'est pareil pour les plateformes. D'accord. Et c'est vrai que je vois que dans les statistiques, en tout cas, Facebook est très utilisé pour l'immobilier. Or, on dit que c'est un réseau social qui est un peu en chute. Est-ce que tu donnerais le conseil pour un agent IMO demain qui cherche à sélectionner ses plateformes? Est-ce qu'il doit aller sur Facebook ou est-ce qu'il doit se concentrer sur Instagram ou peut-être LinkedIn? Facebook, c'est l'historique. Date de création 2004. Instagram appartient à Meta. Meta a également Facebook. Si vous vous dites, ça va me prendre du temps, en fait, c'est très simple. Vous choisissez l'un des deux. Aujourd'hui, il y a un petit bouton qui vous permet de connecter les 2 médias sociaux. Après, il faut juste changer quelques phrases. Aujourd'hui, moi, j'aurais tendance à vous dire, dans l'histoire des médias sociaux dans le monde, il faut un média social image et un média social où on écrit un petit peu plus. Alors, pourquoi Facebook, il est incontournable? On rappelle les chiffres, plus de 60 millions d'internautes par semaine. C'est énorme. Et même s'il vieillit un peu plus mal que les autres, de par son ergonomie, peut-être de par aussi les utilisateurs. Moi, j'ai commencé à utiliser Facebook, j'avais 26 ans. On vieillit tous J'en ai 45, voilà. Donc, à vous d'inventer la vie qui va avec. Il reste quand même le tout premier, au même titre que Twitter était le premier sur les idées, au même titre que Instagram était le premier sur l'image, bien avant Pinterest et bien évidemment TikTok. Donc, on ne le délaisse pas pour autant. On est présent, un maximum de visibilité et voilà. C'est le conseil qui en ressort. Pour le moment, il faut le conserver parce que vous avez encore dans les utilisateurs des personnes qui sont entre 30 et 70 ans. Donc c'est quand même une tranche importante de la population. Oui, c'est clair. C'est c'est finalement les clients de nos agents IMO. Il y a une partie de clientèle pour nos agents immobiliers et indépendants immobiliers. Instagram, ça va de 14 ans. Moi, j'ai un follower qui a 14 ans. Tous les ans, j'en ai un de 13-14 ans. Mais qui ont grandi justement avec la télé qui parlait d'IMO. Instagram, donc 14 jusqu'à 70 ans. Ma mère est dessus. Donc voilà. Il y a aussi des consommateurs d'Instagram. Mais c'est l'authenticité Facebook finalement. Donc, quand on est à cette recherche d'authenticité, on doit être sur Facebook. C'est vrai qu'on voit du contenu un peu pas aussi bien marketé que sur Instagram. En tout cas, les gens se permettent, entre guillemets, de publier des choses un peu plus brutes. Et Facebook, c'était le média social
Alors, c'est d'abord un réseau social qui a basculé en média social dès lors qu'on a mis de la vidéo, de la photo. Mais c'est celui qui est rentré dans toutes les familles. Aujourd'hui, malgré les années qui passent, tout le monde connaît Facebook. Moi, je parle d'Instagram à ma grand-mère. Bon, maintenant, elle le sait depuis le temps. Mais au début, elle ne me parlait que de Facebook. Et pourtant, 99 ans. Parce que c'est addictif, on regarde. Oui. Elle scrolle comme tout le monde. C'est fini les mamies qui tricotent maintenant. Les mamies scrollent sur TikTok. Alors Julie, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu aurais un conseil ou un cas d'usage que tu n'as jamais dévoilé avant aujourd'hui ? Je vais être généreuse parce que c'est toi, parce que c'est le Bon Coin Imo. Je vous en donne les deux. Alors le tout premier, c'est sur une partie de confrères et consoeurs qui arrivent sur le terrain, les médias sociaux. Vous devez avoir des médias sociaux professionnels. On ne peut pas tout dire, tout raconter. Vous avez une vie privée, vous cloisonnez. Ça, c'est le premier conseil. Et la nouvelle génération a tendance à un petit peu mélanger les genres. Et du coup, la clientèle le prend plutôt mal. Ils pensent que vous passez votre temps au café, au resto et à Mykonos. Donc, ça ne va pas. Et en vacances. Deuxième conseil, et ça, c'est quelque chose que je vais lancer dans peu de temps, et je vous invite également à le faire. Moi, je suis souvent en déplacement. Je suis également souvent dans des moments plus intimes de famille ou amis. Je vais lancer une série qui va s'appeler « On m'a dit ». On me pose énormément de questions. On n'utilise jamais les questions qui nous sont posées lors de dîners, qui sont plutôt pertinentes, au demeurant. En fait, on reste sur cette ligne de « il faut vendre ou il faut louer ». Mais il y a tellement de questions qui sont posées et qui restent sans réponse que finalement, là aussi, si on veut capter des parts de marché, si on veut intéresser l'autre, il va peut-être falloir qu'on s'y mette à y répondre. Ouais, et c'est vrai que ces anecdotes qu'on peut avoir lors d'un dîner, lors d'une sortie, c'est aussi ce storytelling qui manque terriblement sur les réseaux sociaux. Le storytelling accroche l'auditeur. Et donc, c'est aussi ça, donc ton dernier conseil, ça serait de... Enfin, c'est sous quel format que tu vas délivrer justement toute cette connaissance ? Alors, je suis en train de m'interroger. Est-ce que je le fais en vidéo ou est-ce que je veux utiliser ce que j'ai utilisé et qui est devenu ma marque de fabrique, un post, une notion. Parce que là aussi, on parle beaucoup de vidéos. Les posts qui m'ont fait véritablement connaître sont finalement un mot sur un fond et après, je déroulais une notion. Donc, l'objectif, c'est de me dire, est-ce que finalement, je vais sur un format ou est-ce que j'utilise les deux ? Là, j'ai quand même facilement plus de 300 questions auxquelles je dois répondre. Donc, tu as le contenu, il n'y a pas de problème. J'ai le contenu et je pense que quand on pose une question, la moindre des choses, c'est d'y répondre. Et vraiment, il y a des questions qui vont vous surprendre et je ne suis même pas certaine que je ne vais pas avoir à faire des recherches pour certaines réponses parce que les questions sont des fois très poussées. Donc, ça veut dire que ce n'est pas clair. Mais en tout cas, le teaser est parfait. J'ai hâte de voir tous ces cas d'usage. Ces questions, c'est un peu aussi des remontées terrain qu'ils peuvent avoir eux, finalement. Alors, j'espère qu'ils les ont, ces remontées terrain, parce que s'ils ne les ont pas, ça va m'inquiéter. Mais toujours est-il que c'est un des sujets qui passionne le plus les Français. C'est toujours pas clair, alors que tout est mis en place depuis les années 70 en France. Comment se fait-il que ça colle encore des nœuds dans le ventre aux utilisateurs, aux futurs propriétaires, aux futurs locataires? Ça doit être simple. Donc on doit vulgariser. Et pour vulgariser, il faut se servir de ce que le terrain nous remonte. Tout part encore une fois de l'humain. Rappelons-nous, besoin, client, question, réponse. Pas plus compliqué que ça. Très bien. Mais en tout cas, merci beaucoup Julie pour tous ces conseils. J'espère que les agents vont pouvoir justement les utiliser, les appliquer et créer un deuxième compte Instagram du coup et pas utiliser leur perso. Et c'est vrai que, parce que tout à l'heure tu parlais d'Instagram et le fait de faire un compte, de faire un deuxième compte, peut-être que leur crainte c'est de recommencer à zéro finalement. Oui, mais il y a quand même des choses sur les profils perso. On est quand même très réglementé dans ce pays et puis c'est très embêtant pour la protection des enfants, pour vos vacances. Il y a quand même cette notion de vie privée qui aujourd'hui peut-être manque et qui amène à des comportements déviants sur les médias sociaux parce qu'on ne sait plus qui on est. Et si vous ne savez pas qui vous êtes, comment voulez-vous qu'une personne qui consulte votre compte
puisse adhérer à qui vous êtes. Justement, sur ce compte pro. Je rassure tout le monde, vous aurez toujours votre maman. Qui sera là pour liker. Qui sera là pour liker, mais vous plaisantez. Moi, ma mère, c'est ma première followeuse. Elle like tout. En plus, elle vient de Limo, donc j'aime autant vous dire que je ne peux pas raconter d'âneries. Mais toujours est-il que, oui, scinder les choses. Et puis, c'est pareil. Moi, quand j'ai commencé de cette manière-là, j'ai un nom de famille qui n'est pas tellement commun en France. On n'est pas beaucoup à le porter. J'ai protégé ma famille. Ce que je fais n'a pas impacté ma fratrie. Et vice-versa. Donc, du coup, en mettant du cadre, c'est devenu quelque chose d'extrêmement agréable à faire. Parce qu'il faut aussi avoir du plaisir à utiliser les médias sociaux. Ça n'est pas quelque chose de punitif, bien au contraire. Et une fois qu'on a le plaisir de le faire et de se dire c'est quelque chose de propre, j'apporte quelque chose à la communauté, on arrive dans une dynamique de mission et plus comme une dynamique d'obligation. Et ça change tout. Il ne faut pas hésiter peut-être à être coaché ou à trouver des professionnels qui peuvent aider justement au personal branding et faire des petites consultations. Il faut faire du mentoring. On a de très bons formateurs. D'ailleurs, il me semble que tu vas recevoir quelqu'un dans le prochain podcast que j'aime beaucoup, qui est un très très bon, qui s'appelle Sébastien Tedesco. Sébastien Tedesco, tout à fait, oui. Qui donne d'excellents conseils. On a une dizaine de très très bons formateurs en France. On les mettra sur notre document peut-être. Je vais vous les fournir, qui sont référencés, qui sont connus, qui sont sur plein d'endroits, sur toute la France. Donc, ne vous inquiétez pas, tout ne se trouve pas à Paris. En bretonne, moi, j'y tiens. Et au niveau de votre communication, du personal branding, j'en profite, je te l'annonce, en exclusivité, et relancer la formation sur Influence is the New Black, que j'avais lancé il y a plus de 4 ans et qui réunit tous les ans des milliers de personnes. Je vous prends en individuel. Après, vous avez des questions où vous répondrez toujours. Moi, je n'ai pas de community manager. Ça, c'est très important. C'est vrai qu'en arrivant, tu as directement pris des photos, du contenu vidéo, etc. Et parce qu'il faut du teasing, il faut amener l'autre à se dire j'ai envie d'écouter le travail qui a été fait, la conversation que nous avons. Tu as la gentillesse de me recevoir, vous avez la gentillesse d'écouter et de regarder cet opus. Donc la moindre des choses aussi, c'est de vous dire ça a été tourné, ou on est en train de tourner, ça arrive à telle date, c'est super. Voilà les sujets peut-être que vous allez avoir et pour les autres surprises. C'est toujours finalement, là aussi tu as une stratégie. Ne balancez pas sur les médias sociaux un truc que vous n'avez pas imaginé à minima. Bon, ça peut être quelques minutes avant. Oui, bien sûr. Moi, depuis ce matin, je me dis dans le métro, comment je vais faire pour que Julien soit content et qu'on puisse aussi amener les différentes communautés à venir écouter ce premier opus. Eh bien, demain, je vais commencer à publier. Là, j'ai la petite vidéo, donc je vais la mettre. J'étais là avec toi aujourd'hui, j'étais là avec vous aujourd'hui. Et du coup, ça fait grossir et les gens se passent l'information. En tout cas, merci beaucoup Julie d'avoir participé à cette première édition du webcast de Limo. Merci pour tous ces précieux conseils et toute cette valeur que tu nous as apportée. Et d'ailleurs, tous ces conseils, on va les retrouver dans ce document qu'on aura co-construit ensemble pour tous les agents IMO qui nous regardent aujourd'hui. Merci à toi, merci à vous. Merci beaucoup.